Bien, bonjour à toutes et à tous. Alors, nous sommes réunis aujourd'hui dans le cadre de ce qu'on appelle les consultations citoyennes. Ces consultations citoyennes sont organisées à l'échelle de l'Union européenne pour donner la parole aux citoyens des 27 États de l'Union européenne pour qu'ils s'engagent, pour qu'ils débattent et pour qu'ils proposent leur vision de l'Europe. Et donc c'est intitulé « Quelle est votre Europe ?» avec un point d'interrogation. Ces conférences, donc le principe, c'est qu'elles sont ouvertes à tous, elles sont transparentes, elles sont non partisanes et elles sont participatives. Le Collège européen des investigations financières, le CEFAC, a initié donc une consultation citoyenne pour vous proposer de répondre à la question « Quelle Europe de la justice voulons-nous » Je voudrais vous présenter en quelques mots le CEFAC. Le CEFAC dispense des formations de haut niveau à destination des autorités de police, de poursuite, donc police, gendarmerie, douane et de justice de l'Union européenne. Il est financé par un programme européen et par le contrat triennal Strasbourg Capitale Européenne. Il promeut les enquêtes financières comme moyen de mieux lutter contre la criminalité organisée, le terrorisme, la corruption et les fraudes aux intérêts financiers de l'Union européenne. Il contribue, il essaie en tout cas, de contribuer au rayonnement de Strasbourg en tant que capitale européenne en s'ouvrant sur la cité pour donner à voir le travail qui est accompli au quotidien par des hommes, par des femmes, au service de l'Europe de la justice, des policiers, des gendarmes, des douaniers, des magistrats. Cette consultation citoyenne va se dérouler de la manière suivante. Vous allez être invités à exprimer la vision de l'Europe de la justice, telle que vous la souhaitez, et certains d'entre vous l'ont déjà fait en nous adressant un mail. Les autres pourront le faire maintenant. Et je donnerai tout à l'heure, à l'instant, la parole à Émilie Ehrengardt. Émilie Ehrengardt est docteur en droit, elle est chargée de mission au CEFAC, et je la remercie. Elle est où, Émilie? Là, voilà. Et je remercie Émilie pour son engagement dans l'organisation de cette consultation, où elle a dépensé son temps sans compter. Pour vous aider dans la compréhension du fonctionnement de l'Europe de la justice et analyser vos propositions, nous avons réuni plusieurs experts que je remercie infiniment d'avoir accepté de prendre sur leur temps libre pour échanger avec vous. Alors, il s'agit d'Olivier Chenet. Olivier Chenet est expert au sein du groupe renseignement financier d'Europol. Michel Claise, juge d'instruction financier au tribunal de grande instance de Bruxelles, qui a déjà écrit plusieurs ouvrages. Et vous verrez que Michel a un franc-parler. Gilles Duval, qui est chef de l'unité évaluation des politiques dans les domaines justice et affaires intérieures et politique des drogues, au sein du secrétariat général du Conseil de l'Union européenne. Alors lui, il sait tout, surtout, sur tout ce qui se trame dans la tête de nos chefs d'État européens. Et enfin, Paul Caruana Galizia. Paul est le fils de Daphne Caruana Galizia, qui était une journaliste d'investigation maltaise et qui a été assassinée dans l'explosion de sa voiture le 16 octobre 2017, alors qu'elle enquêtait sur la corruption. Et juste avant d'être tuée, elle écrivait sur son blog
Les escrocs sont partout. La situation est désespérée. Voilà, Paul pourra nous dire où en est l'enquête, parce que nous tous, Européens, évidemment, attendons avec impatience que les auteurs réels de cet assassinat soient arrêtés. Chacune de vos propositions sera débattue sous l'angle de sa faisabilité et fera l'objet, si un consensus se dégage, d'une préconisation. Et avec Émilie, nous irons la semaine prochaine présenter le fruit de vos travaux à Paris. C'est pas la semaine prochaine, c'est le 30. Voilà. Ensuite, la synthèse sera mise en ligne et présentée lors du Conseil européen de décembre 2018. Donc, sans plus tarder, Émilie, si vous voulez bien préciser les modalités pratiques de la consultation. Bien, bonjour à toutes et à tous, merci d'être venus. Ce que je peux vous proposer, c'est de recueillir vos questions, donc j'ai de quoi noter, et on va après avoir un petit débat en fonction des réponses que vont nous donner les experts. Ça vous va? Oui. Alors, une petite précision pour tous les intervenants, il va falloir parler très près dans le micro pour qu'il y ait une captation correcte pour la vidéo et que les traducteurs puissent traduire correctement. Merci à tous et je vous écoute. Alors, pendant que vous réfléchissez à vos questions, certains d'entre vous en ont envoyé par mail, donc je vais tout de suite, une question une question des propositions. Hein. Est-ce qu'une agence de renseignement européenne est réalisable? Quel est le degré connu revendiqué par ces institutions de coordination? Alors, quel est le degré de coordination actuel entre les différentes entités nationales? Bonjour à tous. Alors moi je suis représentant Europol. Europol, je ne sais pas si tout le monde connaît, peut-être que je devrais expliquer un petit peu. Europol, c'est une agence européenne de renseignement et également de coopération. Donc en fait, on a déjà avancé depuis l'année 1995 en matière de coopération, donc de police, puisque Europol est un organe de police, de coopération de police. On a donc une centrale de renseignement, on reçoit les renseignements des États membres, des opérations, enfin des enquêtes en cours. Et ensuite, Europol a pour but de faciliter la coopération policière entre les unités de police lorsqu'il s'agit d'infractions transnationales. Par exemple, vous avez du blanchiment d'argent avec du trafic de drogue et donc vous avez plusieurs États qui sont concernés. Et donc il va falloir effectivement recueillir du renseignement de ces États membres et leur proposer une coopération policière et éventuellement également une coopération judiciaire lorsque les investigations seront en phase terminale. Voilà, donc Europol est déjà un outil intéressant, me semble-t-il, de coopération, qui mérite évidemment d'être amélioré, puisqu'il y a encore des choses qui ne sont pas, des renseignements opérationnels qui ne sont pas transmis, puisque seule une petite partie des renseignements sont transmis. Mais voilà, pour vous citer, Europol, on a donc les 28 États membres qui sont présents, plus on a les agences américaines qui sont présentes. Donc on a déjà, dans un même bâtiment, on a déjà la possibilité de coopérer, de s'échanger des informations sur les opérations en cours. Donc la réponse est plutôt... Pour moi, évidemment, je suis le représentant d'Europol, donc je peux vous dire qu'il y a déjà une avancée par rapport aux années 90-2000. Voilà, et Europol est une unité qui grossit de jour en jour. On est plus de 1000 personnes qui travaillent en Europol. Donc chaque jour, Europol reçoit des nouvelles, entre guillemets, catégories d'infractions. Voilà, on a par exemple tout ce qui est la corruption dans le milieu du sport, qui devient de plus en plus prégnante maintenant. Et donc, s'il y avait une amélioration à apporter, ça serait certainement de contraindre un peu les États membres à donner un peu plus de données opérationnelles pour permettre de coordonner les enquêtes, mais là qui relèvent un peu plus du parquet européen et de la justice.
Oui. Donc je me présente, Michel Claise, je suis juge d'instruction à Bruxelles. Mon métier ressemble très fort au juge d'instruction français, hein. Il y a très peu de différence. Pour dire en matière de coopération internationale, lorsque nous, les magistrats, dans nos enquêtes, nous avons besoin de renseignements internationaux, nous passons bien entendu par Europol, mais il y a également une autre institution qui est Interpol, qui est d'ailleurs casernée à Lyon. Interpol nous aide quand on cherche des renseignements sur des personnes physiques dans les États, dans le monde entier. Et par exemple, nous offre aussi des services assez surprenants. De temps en temps, c'est le système par exemple de reconnaissance vocale, dont nous ne disposons point encore en Belgique, que lorsque dans une écoute téléphonique, nous disposons d'un enregistrement d'une voix et que nous disposons d'une autre voix, nous pouvons faire le match, comme on dit, en faisant appel tout simplement et gratuitement d'ailleurs au système Europol. C'est un petit exemple. Il existe d'autres institutions, je pense que Gilles, je l'ai entendu, va vous parler dans un instant de Eurojust. Il existe également une institution toute récente, c'est Eurofisc. Eurofisc est également une institution européenne qui est destinée à étudier les grandes, ce que nous appelons dans notre jargon modus operandi, des grandes fraudes fiscales, dont la plus importante en Europe est le carrousel à la TVA. Ce ne sont pas des commerçants qui ne payent pas la TVA, ce sont des malfrats qui inventent des opérations commerciales avec des sociétés bidons et des hommes de paille pour braquer, il n'y a pas d'autre mot, les États. Oui, bonjour à tous. Mon nom est Gilles Duval, donc on a été présenté tout à l'heure. Oui, je voulais juste préciser que le pendant d'Europol en matière judiciaire, c'est Eurojust. Les deux agences, d'ailleurs, Europol et Eurojust, sont situées à La Haye, aux Pays-Bas, et se font face. Et lorsque la phase policière est déjà bien avancée, Eurojust prend le relais, ou parfois d'ailleurs fournit des éléments à Europol. L'avantage d'Eurojust, c'est non seulement de coordonner les actions des différentes instances judiciaires en Europe, mais également de mettre en œuvre des équipes dites d'enquête commune, qui permettent d'accélérer les enquêtes, de recueillir des preuves, d'éviter la déperdition des preuves et de faire avancer l'Europe dans un même sens sur ce terrain-là. Et évidemment, en matière, par exemple, de terrorisme, c'est une agence qui a fait ses preuves récemment et qui permet de mieux lutter à la fois contre la criminalité organisée, mais également le terrorisme, et qui a comme vocation aussi de protéger les intérêts financiers de l'Union européenne et les intérêts et la sécurité de tout un chacun citoyen de l'Union européenne. Donc je crois qu'il y a effectivement de la matière, il y a des matières larges au niveau européen. Il faut mutualiser vraisemblablement toutes ces agences pour comprendre que l'Union européenne a édifié un système qui est à l'heure actuelle relativement opérant et relativement efficace, et il sera complété à terme également par le parquet européen, qui lui a, contrairement aux agences, la possibilité de procéder à des enquêtes directement dans les États membres, ce qui est une plus-value par rapport aux agences qui ne font que, si je puis dire, faire coopérer les différents systèmes judiciaires de l'Union européenne. Alors j'ai oublié de vous dire une chose essentielle, c'est que nous avons ici réunis dont des experts, des enquêteurs financiers provenant de l'Union européenne. Donc si vous avez des questions pour eux aussi, et je les invite aussi à intervenir s'ils ont des remarques à faire. Alors, moi je me demandais si... peut-être Michel, parce qu'une des préconisations du CEFAC, c'était aussi d'aller vers une agence de renseignement financier européenne. Ce qui est un peu différent, parce que l'agence de renseignement financier est axée exclusivement sur le renseignement financier. Est-ce que vous trouvez que c'est une bonne idée, vous qui êtes juge d'instruction? Si on pouvait avoir une bonne idée comme ça chaque jour, ce serait pas mal, hein. Ce serait une excellente idée, mais c'est une institution qui peut être créée en la distinguant de notamment tout le travail remarquable fait par Europol dans les identifications des typologies des criminalités. Bon, donc Olivier lui est spécialisé dans le blanchiment d'argent, mais on pourrait imaginer effectivement une agence qui serait essentiellement tournée vers la criminalité financière. Il faut bien vous dire que la criminalité financière est un phénomène endémique aujourd'hui qui nous touche directement en termes de démocratie. Ce n'est pas du tout un phénomène national, ce n'est pas un phénomène européen, c'est un phénomène mondial. Et il est urgent que nous prenions des décisions.
à cet égard en tant qu'État et en tant qu'Europe sous peine de disparaître comme démocratie. Ça, il faut que vous le sachiez. Les montants sont colossaux. Le montant de la corruption, c'est 6 à 7% du PIB brut mondial. Idem pour le blanchiment. Rien que le trafic de stupéfiants représente détecté 5 000 milliards de dollars par an de revenus. Vous imaginez? Les fraudes européennes, les carousels à la TVA, nous dépassons les 200 milliards par an en Europe, 350 milliards pour les contrefaçons, etc. Nous arrivons finalement à connaître une situation sans précédent et qui se développe notamment grâce à l'informatique, où je dirais, c'est très dommage, c'est terriblement dramatique de vivre cela. Nous sommes dans une situation à cet égard sans précédent. Donc la création, d'abord la reconnaissance du phénomène. La création d'une agence serait passée par une chose qui n'existe pas dans nos États, c'est la reconnaissance du phénomène et de son impact. Et d'autre part, la création de cette agence me paraît fondamentale en y consacrant évidemment toutes les recherches pour la détection des typologies des infractions d'une part et la coordination et des lois et des moyens policiers pour arriver à les éradiquer. Le parquet européen peut être une avancée, mais il faudra encore l'accompagner de beaucoup d'aménagements. Nous sommes très loin du compte. Merci beaucoup. Alors, je vais passer à une autre question, enfin, à d'autres propositions. Là, je lis, la première chose à faire ne serait-elle pas d'empêcher les secrets bancaires dans l'Union européenne, qui favorise donc évidemment le déplacement clandestin d'argent? Qui veut commencer? Alors, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, le secret bancaire. C'est-à-dire qu'on se rend compte quand même que, avec l'évolution des choses, l'évolution des textes, on a de plus en plus de juges, de magistrats qui coopèrent entre eux au sein de l'Union européenne. Alors évidemment, il peut y avoir des blocages, il peut y avoir des problèmes de réglementation, mais par exemple pour la Suisse, on a une difficulté, c'est que la Suisse ne reconnaissait pas le blanchiment de fraude fiscale. Alors que pour nous, par exemple en droit français et en droit belge, je crois aussi c'est pareil, c'est tout à fait possible. Ce qui fait que longtemps la Suisse n'a pas répondu aux demandes de coopération adressées par des magistrats français ou des magistrats belges sur des faits de blanchiment de fraude fiscale quand ils étaient réalisés sur le territoire suisse. Donc ça a l'air d'évoluer un petit peu. Et puis voilà, donc la difficulté, effectivement, je pense, me met à la place souvent des magistrats, puisque moi j'ai été enquêteur, mais c'est toujours la lenteur avec laquelle, même parfois au sein de l'Union européenne, on peut obtenir des renseignements qui soient bancaires, financiers de manière générale, pour faire, lorsque vous avez des flux financiers qui vont dans un autre État, eh bien, il faut que le magistrat adresse une demande. Alors, quand c'est dans l'Union européenne, ça va un peu plus vite. Quand c'est à l'extérieur de l'Union européenne, c'est un peu plus long, mais ça demande toujours un certain temps. Et donc, effectivement, ça ralentit d'autant les investigations et la possibilité d'interpeller et de mettre en cause les responsables de l'affaire, quoi. Voilà, donc je dirais quand même que, sans être un optimiste béat, que les choses avancent depuis l'appel de Genève de 1996. Il me semble quand même qu'aujourd'hui, il y a des magistrats financiers qui sont situés dans les différents États membres de l'Union européenne qui arrivent à progresser, qui arrivent à coopérer. Voilà. Il y a des zones d'ombre, parfois, qu'elles soient un peu situées aux alentours de l'Union européenne, et parfois aussi à l'extérieur, qui sont plus problématiques. Voilà, on a la zone, par exemple, d'Hong Kong, de Dubaï, et qui sont en fait des trous noirs en matière d'argent sale, où là, il est extrêmement difficile, la Chine aussi, par exemple, de coopérer. Lorsque vous avez des flux financiers qui atterrissent là-bas, ou en Israël, par exemple, aussi, eh bien, c'est extrêmement compliqué d'avoir un retour pour le magistrat pour qu'il puisse continuer son enquête. Parce que je vous rappelle que, sur le blanchiment d'argent, le but est toujours de remonter jusqu'à l'origine criminelle des fonds. Et donc, il faut tracer non seulement l'origine, mais également la destination pour pouvoir récupérer, saisir, confisquer un maximum d'avoirs criminels. Donc, il y a toujours une nécessité de coopération judiciaire qui, par le fait de ce que je viens de raconter, qui ralentit beaucoup les investigations. Là, il parlait, on parlait au sein de l'Union européenne, donc...
En matière d'enquête, à l'égard des magistrats, qu'ils soient du parquet ou des juges d'instruction, il n'y a pas de secret bancaire que l'on peut nous opposer au sein de l'Union européenne. Ça, c'est extrêmement clair. Le tout est de savoir, bien entendu, quelle sera l'efficacité de la collaboration au sein de l'Union européenne. Je rappelle que le Luxembourg fait partie de l'Union européenne, hein, et que ce n'est pas toujours facile de ce coffre-fort de pouvoir en obtenir la combinaison. Mais disons que ça marche. Et nous avons aussi des moyens d'enquête à développer, pour reprendre peut-être la toute première intervention. Les demandes d'entraide européenne, c'est tout nouveau, ça vient de sortir. Donc ce sont ce qu'on appelait anciennement les commissions rogatoires internationales. Ce sont des demandes dans lesquelles les États ont l'obligation de réagir dans le mois. Donc les délais d'enquête sont effectivement tout à fait réduits. Nous avons d'autre part, grâce à Eurojust, la possibilité entre magistrats de signer ce qu'on appelle des Joint Investigations Teams, c'est-à-dire ce sont des conventions judiciaires internationales européennes, et parfois nous mêlons des pays non européens, l'Ukraine, Israël, c'est déjà arrivé, et cela consiste tout simplement à avoir un accord en disant que les enquêtes sont menées parallèlement dans les différents pays avec des communications entre les pays des résultats de l'enquête par mail, et il m'est arrivé dans certaines enquêtes de demander une perquisition à midi à Varsovie pour 14 heures au plus tard et de l'obtenir à 13h30. Là, vous vous imaginez les progrès considérables qui se font à cet égard, mais bien entendu, ne rêvons pas, nous ne sommes pas dans un monde de bisounours, c'est exceptionnel. Alors, le secret bancaire en Europe, oui, mais la Suisse, par exemple, je vous le rappelle, ce n'est pas l'Europe, et la Suisse ne collabore pas. Oui, pour rebondir sur cet aspect des choses, il faut comprendre que depuis le traité de Lisbonne en particulier, qui a été mis en œuvre en 2009, c'est-à-dire c'est relativement récent, tout ce qui concerne la justice pénale, tout le volet justice pénale est passé dans le traité de l'Union européenne. Ça veut dire qu'on a pu passer à une vitesse supérieure en matière d'établissement de la législation. Et depuis cette date, l'Union européenne a beaucoup travaillé à rapprocher les législations et à créer aussi des règlements qui permettent de favoriser les enquêtes et également de renforcer les moyens des différentes agences, que ce soit Europol ou Eurojust. Donc tout converge pour effectivement renforcer la lutte contre la criminalité organisée et contre les infractions financières. Mais comme le rappelaient justement nos collègues ici, le tout n'est pas d'avoir des textes, le tout c'est d'avoir des éléments également qui, de façon opérationnelle, puissent fonctionner, ici c'est un cas assez exceptionnel, mais puissent fonctionner de la meilleure façon qui soit, c'est-à-dire qu'on puisse avoir à terme, au sein de l'Union européenne, probablement à 27, exactement les mêmes délais que si nous étions sur un territoire national. C'est ça l'objectif. C'est ça l'objectif de rapprochement des législations. C'est ça l'objectif pour mettre en place des éléments opérationnels, des outils qui puissent nous permettre d'aller beaucoup plus vite. Et ce dernier exemple situé, qui en anglais c'est European Investigation Order, permet de la même façon de pouvoir obtenir des preuves, parce qu'en matière financière, comme d'ailleurs en toute matière criminelle, la préservation des preuves est essentielle. C'est d'autant plus essentiel en matière financière, c'est que les flux financiers vont beaucoup plus vite grâce à l'Internet et que la criminalité traverse les frontières à vitesse grand V. Donc il faut se donner les moyens de pouvoir combattre cette criminalité organisée, ces infractions financières, parce que le danger est réel. Non seulement c'est 6 ou 7% du PIB, mais également, pour reprendre ce que nous a dit notre collègue ici, c'est que c'est une atteinte aux valeurs démocratiques. C'est-à-dire qu'à terme, on peut se retrouver avec des États qui soient en déliquescence et avec des mafias internationales qui participent à la prise de pouvoir dans certains États démocratiques sous couvert bien pensés de partis politiques qui soient eux-mêmes présentés comme démocratiques. Donc il y a un risque réel et il faut que l'Union européenne, qui est, je rappelle, le titre 5 du traité de Lisbonne, c'est un espace de liberté, de sécurité et de justice. Donc il faut que chaque citoyen puisse se mouvoir en toute liberté, en toute sécurité, y inclut justement parce que la démocratie doit être préservée, et avec une justice qui soit à la hauteur des enjeux, donc en particulier sur ce plan. Alors peut-être pour dépasser un petit peu la question du secret bancaire, alors tout de même, il y a des zones d'opacité au sein même de l'Union européenne
qui empêchent un déroulement efficace des enquêtes. Pour faire des investigations financières, il faut pouvoir collecter l'information financière. Or, très peu d'États sont dotés d'un fichier des comptes bancaires. C'est-à-dire, par exemple, en France, nous avons un fichier qui s'appelle le FICOBA et qui peut être interrogé. On n'est pas obligé, les enquêteurs ne sont pas obligés d'aller interroger les banques les unes derrière les autres. Alors, est-ce que l'idée d'un fichier bancaire européen, ce serait une bonne préconisation selon vous? Si ce fichier européen existe, c'est effectivement l'efficacité qui va gagner, parce que, comme disait Gilles, c'est notre grave problème. On a des textes extraordinaires, nous manquons cruellement non seulement de moyens pour les exécuter, mais en plus de ça, de temps en temps, de bonne volonté également. Alors c'est bien, parce qu'en Belgique, par exemple, nous n'avons pas ce type de fichier, et quand j'ai besoin de renseignements, je fais ce qu'on appelle des réquisitions toutes banques, et on envoie un courrier, un mail à toutes les banques de Belgique pour savoir si un compte existe. Et croyez-moi bien, un jour, j'avais adressé un courrier pour demander les comptes dans une petite banque qui fait des placements à Luxembourg, et pour rendre service à sa cliente que je visais, il m'a été répondu qu'il n'y avait pas de compte, alors qu'en réalité, en perquisition, j'avais découvert les extraits de compte. Vous imaginez la gravité de l'acte posé par la banque, donc nous ne sommes pas à l'abri. Et si je l'avais découvert, mais imaginez-vous le nombre de fois de temps en temps de l'échec que nous pouvons rencontrer par rapport à une complicité de la banque, et ça existe encore, malheureusement, à l'égard de la protection commerciale de leurs clients. Toujours sur le registre du secret, l'opacité est quand même la source des difficultés de consolider un véritable espace judiciaire. Les enquêtes Panama Papers, Paradise Papers ont montré qu'au cœur même de l'Union européenne, il était possible de constituer des sociétés écrans, c'est-à-dire des sociétés derrière lesquelles le bénéficiaire effectif peut se cacher. Ces entités ne servent qu'à une chose, à pouvoir contourner toute forme de régulation. Alors, est-ce que l'idée d'un règlement européen qui impose la transparence des sociétés, de manière à faire en sorte qu'au sein de l'Union européenne, il n'y ait plus de possibilité de créer des entités avec des prête-noms, parce qu'en réalité, ça n'est rien d'autre que des prête-noms, et de ne reconnaître les opérations juridiques que si elles émanent d'entités qui respectent ce principe de transparence, est-ce que ce serait de nature à faciliter les enquêtes? Alors, oui, c'est vrai que dans les enquêtes, on est souvent confronté à... Enfin, en tous les cas, pour ce que je vois, moi, Europol, et ce que j'ai vu dans le cadre de mes fonctions, à des sociétés qui sont fictives, qui sont créées avec des prête-noms, des fausses identités. Mais voilà, après, quand vraiment on utilise des structures, enfin pour moi de ce que je vois, hein, quand on utilise des structures, comment dirais-je, offshore, des structures qui sont situées à l'extérieur, là c'était le cas pour Panama Papers avec ce cabinet Fonseca, on va effectivement créer des structures qui sont complètement opaques. Pour ce qui est du territoire européen, en tous les cas, moi ce que je vois en tous les cas sur le territoire français, on a des structures qui sont légales, mais parfois qui sont complètement bidons, parce que derrière, on a une organisation criminelle qui a placé à la tête de la structure des hommes de paille, et ces gens-là font ce qu'on leur demande de faire, c'est-à-dire ne voient rien, n'ont absolument pas de comptabilité, voilà. Donc ce genre de choses. Mais il est évident que peut-être dans d'autres États qui sont pour nous assez difficiles à comprendre, par exemple le Royaume-Uni, qui est réputé pour accueillir souvent des fonds d'origine un peu plus douteuse, peut-être que là, même si le Brexit avance, un règlement de ce type-là pourrait permettre de voir un peu plus clair dans les structures commerciales et juridiques de ce type de pays. Voilà. Moi, ce que je vois en tous les cas dans mes enquêtes, dans les enquêtes que je vois, qui sont des enquêtes de blanchiment, d'escroquerie liées, ou alors de blanchiment lié au trafic de stupéfiants, on voit des montages juridiques assez simples,
qui sont souvent d'ailleurs, qui dépassent le cadre du système financier bancaire classique, hein, puisque en fait, on a des systèmes de blanchiment qui sont aujourd'hui des systèmes de blanchiment débancarisés, avec l'utilisation massive de cash, l'utilisation massive du système qu'on appelle le système Hawala, qui est un système de compensation à l'intérieur d'une communauté ethnique. On fait de la compensation entre deux États et vous avez des millions d'euros qui, tous les jours, toutes les semaines, sont transférés vers des contrées beaucoup plus accueillantes, quoi. Donc, c'est en tous les cas, moi, la réalité que je vois à Europol, c'est celle-là, c'est-à-dire une forte tendance à la débancarisation pour éviter le système préventif anti-blanchiment et la détection des fameux FIO, donc des cellules de renseignement financier, quoi. C'est ce que je peux dire, moi, en matière sur ça. Le principe de la société offshore, c'est évidemment l'opacité et la disparition. Et puis après, l'organisation du blanchiment d'argent, c'est le fait de profiter de cet argent placé dans une banque offshore pour le faire revenir dans le pays d'origine et bien profiter d'un argent totalement blanchi. C'est extrêmement facile à faire, mais il existe des règles qui se resserrent de plus en plus. Ainsi, par rapport à cette opacité, la 4e directive anti-blanchiment et bientôt la 5e qui sera d'application dans les pays européens, c'est pas mal. On appelle ça le due vigilance. Alors là, on ne va pas toucher aux structures elles-mêmes, mais aux professionnels. Les professionnels qui organisent ce type de structure ou qui participent à des opérations qui touchent à de l'argent dont on ne connaît pas l'origine. Et donc, ce qui a comme excellent progrès, c'est d'obliger les avocats, les experts comptables, les banques, tous les professionnels du chiffre à tenir un fichier individuel sur les personnes physiques qui sont derrière les personnes morales dont ils traitent les dossiers, et en même temps l'origine des fonds s'ils sont amenés à participer à une opération touchant à un certain nombre de transferts. Je vous rassure tout de suite, c'est une obligation, et parmi les professionnels du chiffre, on est encore très loin du compte par rapport au respect de cette obligation quand il s'agit de tenir les comptes. Ce règlement, cette proposition de règlement en soi serait une excellente idée parce qu'elle apporterait une pierre supplémentaire à un édifice qui est en construction, conformément d'ailleurs à la façon dont l'Union européenne fonctionne, c'est-à-dire que petit à petit, on essaie d'édifier un ensemble cohérent. Mais le mot de règlement en soi, il porte la limite, si je puis dire, du concept, parce que, comme vous le savez certainement, un règlement s'applique directement dans l'ensemble des législations des États membres. Et toute la difficulté, en tout cas à Bruxelles, sur ce que j'ai pu voir, moi, entre le Parlement et le Conseil de l'Union européenne, il faut savoir que ce type de texte législatif, règlement, est pris suite à un accord entre le Parlement européen et le Conseil de l'Union européenne, qui constituait des 27 ou 28 États membres, peut-être parfois 25 en matière judiciaire, parce qu'un certain nombre de pays ne participent pas, mais l'équilibre est parfois extrêmement difficile. Donc un règlement de cet ordre, oui, le problème du contenu restera à régler, et de façon extrêmement pointue et extrêmement pointilleuse, parce que si nous voulons atteindre aux objectifs recherchés, il faudra probablement de longues discussions. Il faudra que la Commission établisse une proposition, puisque c'est son rôle, qui soit à la hauteur des enjeux, avant que les discussions ne s'engagent entre les institutions, qui sont parfois traversées de courants politiques avec des intérêts contradictoires. Les groupes politiques au Parlement européen, les États membres, et notamment par exemple le Luxembourg, ou bien des pays qui ne souhaitent pas forcément une transparence maximum. Donc, vous voyez qu'il y a un certain nombre d'écueils sur cette route difficile, parce que nous sommes nombreux, nous sommes presque 500 millions d'habitants, nous avons des systèmes judiciaires différents, nous avons des systèmes législatifs différents, et il est très difficile parfois de faire cohabiter des choses qui peuvent être contradictoires. Mais je crois que, moi, en tout cas, je suis persuadé que c'est en travaillant dans ce sens qu'on peut faire avancer les choses, génération après génération, puisque depuis le traité de Rome de 1957, beaucoup de choses ont été accomplies, mais beaucoup de choses restent à accomplir. Merci beaucoup. Alors, merci pour vos contributions. Je vous demanderai de privilégier des visions, des contributions. Vous voyez ce que je veux dire? Là, j'ai des questions, donc on va les poser à
aux personnes présentes là sur le plateau. Mais l'idée, c'est que vous arriviez à formuler des propositions qui soient en lien avec une vision de l'Europe de la justice. Voilà. Peut-être demander à Paul, de son point de vue, qu'est-ce qui bloque encore aujourd'hui dans l'enquête sur la recherche des auteurs de l'assassinat de votre maman? Et qu'est-ce qu'il faudrait faire? Okay. Do you want to hold this or? Okay, and you translate. Okay, so thank you. Thank you everyone for coming, and I think it's really great actually that I'm sharing the stage with prosecuting magistrates, because my mother, as you heard, was a journalist who, in terms of subject matter, worked on exactly the same issues that the prosecuting magistrates here worked on. So really high-level state and government corruption and the financial crime surrounding it. The major difference is that as a journalist, you obviously don't have the power of a state behind you. You have no power to summon evidence. You have no authority to bang down someone's door and interrogate them. So you're very vulnerable. And I think a lot has helped, as we've been hearing from Olivier, Michel, and Gilles, in terms of cooperation between member states. But in some member states, there's almost a problem that goes one step back, and it's within the implementation of these directives. Now, they're not always implemented evenly. Another is, for example, in Malta, we have no tradition of a prosecuting magistrate. So our magistrates in Malta have absolutely no power to bring a prosecution. So they have the power to collect evidence, but they can only present that evidence to the police force or the Attorney General, both of whom have, depending on what the crime is, prosecuting power. So it's really a weakened point in the judiciary, and it's almost, when you have that weak point, there's little cooperation between member states that can solve it. So another thing I'd like to bring up is that of that 6-7% of GDP figure, a lot flows through smaller states, so states like Malta, states like Cyprus. And it's really a case where you only need one way in to Europe. You only need one Malta, you need one Cyprus. So in large part, the fight against these financial flows starts at a very national level, often in the smaller, weaker, institutionally weaker states. So when it comes to my mother's own murder investigation, oh, sorry. Okay. Sorry. Je suis désolée. Voilà. Je vous souhaite tous la bienvenue. Je suis ravie d'être ici en compagnie aussi d'experts et de magistrats qui sont eux les experts du fait judiciaire. Je suis ravie d'être là parce que, comme vous le savez peut-être, ma mère s'intéressait au même problème, la corruption, le crime financier qui très souvent l'accompagne, avec une différence évidemment, c'est qu'elle était journaliste d'investigation, qu'elle n'était pas investie des pouvoirs dont l'est un juge d'instruction ou la police, que donc elle ne pouvait pas procéder à des perquisitions, encore moins convoquer des gens pour les interroger, et que dans l'essence même de son travail était aussi sa vulnérabilité. Je voulais aussi parler d'une autre différence qui se rapporte celle à mon pays, qui n'a pas la tradition d'un juge d'instruction très fort. C'est un système qui, de ce point de vue-là, pour amener la détection des faits à des poursuites en justice concrètes, est beaucoup plus faible que d'autres pays, et qu'il faut bien constater aussi que souvent les problèmes se posent dans des petits pays comme le mien, Malte ou Chypre, qui sont peut-être un peu plus faibles, et qu'on a vite compris que pour que le problème s'étale dans l'Union européenne, trop souvent il suffit d'un point d'entrée. Un petit pays comme Chypre ou Malte servirait de ce point faible dans l'ensemble par lequel le problème arrive, et que donc il faut aussi beaucoup s'intéresser à ces points faibles et à ces petits pays. Thank you. No, sorry, I went ahead. So as a way of highlighting those differences, I think, you know, it's an interesting and morbid question to ask why my mother was blown up rather than a magistrate. And
that's because we have no, really serious force in the judiciary to go after these financial crimes and to really investigate them. So when you think of, say, Italy, the case of Giovanni Falcone and Paolo Borsellino, those were magistrates who were blown up precisely because they had the power to follow through on those investigations. So when you don't have people with that power, you leave it almost to the journalists, who are in some senses completely defenseless. Now, a lot of those problems have been brought to bear on my mother's investigation, because we're now in the strange and uncomfortable position where a lot of the people my mother investigated are running the investigation into her own murder. So my mother was killed, as Chantal mentioned, on the 16th of October last year. In December that year, 3 arrests, or rather 10 arrests, were made. 3 men were charged with detonating the bomb that killed my mother. So these men are really career criminals. So they have a history of violence, of drug dealing, of trafficking, and smuggling. They have absolutely no history or no connection to the work my mother did, which is really reporting on very serious corruption. So where we are now is in a process that these men are charged. They're not yet standing trial, but that's a process that we hope will happen soon. So there's a police investigation that's focused very specifically on the criminal culpability. Are they the men who detonated this bomb? Given the fact that they are also highly likely to have been, if they did do this, contracted to do this, there is a judicial inquiry that is seeking to expand a bit more and search for the people who may have commissioned it. But we, again, in terms of those same problems being brought to bear, that magistrate can only collect evidence. It's then up to the prosecuting bodies to follow through on that evidence. And maybe now I should. Okay. J'en viens maintenant à la situation depuis l'assassinat de ma mère. On pourrait déjà se demander pourquoi elle, en tant que journaliste, a été assassinée dans mon pays et non un juge d'instruction, un magistrat. Eh bien, je pense que la différence, peut-être comparée à d'autres pays, c'est que le pouvoir judiciaire dans mon pays étant très faible, ils ont très peu de pouvoir pour contrer ces criminels et donc il y a peut-être moins intérêt à les éliminer. Restent donc les journalistes d'investigation qui sont peut-être une plus grande menace. On peut se demander par comparaison, par exemple, avec les juges Falcone ou Borsalino, qui eux ont été assassinés en Italie, mais eux avaient le pouvoir de mener des enquêtes effectives et d'aller chercher les criminels et de les faire juger une fois identifiés. Et donc, ils étaient bien plus une menace que leurs homologues peuvent l'être dans mon pays, où le pouvoir judiciaire, comme je l'ai dit, est faible pour traduire ça en procès et condamnation concrètement. Alors, on se retrouve aujourd'hui dans une situation assez étrange où les mêmes personnes sur lesquelles ma mère menait ses investigations, qui portent sur la corruption, sont les mêmes personnes qui sont chargées de l'enquête sur son assassinat aujourd'hui, ce qui est évidemment une situation étrange. Et il y a depuis 1 an eu une série d'arrestations, 10 personnes au total ont été arrêtées, 3 ont été depuis inculpées, et ils sont connus, ce sont des grands criminels, à palmarès criminel très considérables et connus, mais des criminels de droit commun. Si leur culpabilité est établie, on pourrait partir du principe qu'ils ont exécuté les ordres de quelqu'un d'autre et qu'il faudrait donc chercher à identifier les donneurs d'ordre. On pense que l'enquête qui est menée aujourd'hui cherche à élargir un petit peu le champ de cette enquête pour essayer d'identifier ces donneurs d'ordre, mais là se représenterait le même problème, le système étant par définition faible, quand bien même ils étaient identifiés, les magistrats qui sont chargés de cette enquête n'ont pas le pouvoir de les déférer devant un juge et de veiller à ce qu'ils soient jugés devant un tribunal, et donc on se retrouve dans ce cercle vicieux avec toujours le même problème dû à la faiblesse du système.
Alors, je vais passer aux autres questions. Alors, il y avait une question, enfin pas une question, une vision qui était exprimée, qui nous a été adressée par mail. Voici, alors, donc, ce que souhaite la personne qui a écrit, des lois équivalentes partout en Europe. Alors écoutez bien parce qu'il y en a pour tout le monde là. Des lois équivalentes partout en Europe, une Europe juste dans la conception et dans l'application de ces lois, une loi et une justice qui soient morales, une Europe humaine où la recherche du profit ne justifie pas la transgression des lois, la destruction de l'environnement et l'exploitation des humains, des amendes importantes et des peines de prison pour les grands de ce monde qui orientent la législation à la baisse et la foule ensuite des deux pieds. Qui veut commencer ? La question de la législation européenne est effectivement une question centrale. Les seuls pouvoirs, entre guillemets, dont disposent les institutions européennes via le traité de Lisbonne, parce que nous sommes dans un cadre de droit, nous sommes dans une Europe du droit, et donc l'Europe ne peut, enfin, les institutions européennes ne peuvent pas aller au-delà du mandat qu'elles reçoivent de mettre en place des législations diverses. L'objectif, en tout cas en matière de coopération, enfin en matière de justice pénale, justice même civile et coopération policière, c'est bien de faire converger les législations vers des objectifs communs. Mais on ne peut pas se substituer à un certain nombre de lois nationales parce que l'Union européenne a des compétences limitées. Il y a toujours des zones où les compétences sont des compétences nationales, voire des compétences partagées. Donc il faut bien comprendre que nous sommes dans un édifice assez complexe qui est directement lié à l'histoire de l'Union européenne. Nous ne sommes pas partis d'une page blanche pour créer un État fédéral. Nous sommes partis d'États-nations qui auparavant se faisaient la guerre et un certain nombre de personnes après 1945, dont Jean Monnet et M. Schuman, se sont levés pour dire qu'il faut mettre un frein à tout cela et essayer d'avoir des coopérations qui soient des coopérations multiples. Donc voilà de quoi nous parlons et de quoi nous partons. Donc avoir des lois qui soient uniformes au sein de l'Union européenne, oui, sur le principe, mais dans les faits et dans le cadre juridique qui est le nôtre, c'est extrêmement complexe. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les règlements sont directement d'application, mais ils sont difficiles à négocier. La substance de ces règlements peut nous permettre, en tout cas en matière judiciaire, d'avancer vers une plus grande efficacité. Et à côté, il y a des directives. Les directives, elles doivent être transposées dans les droits nationaux. Alors, comment ça se passe concrètement ? Une directive est prise, elle fixe un minimum standard qui doit être atteint par chacun des États membres. Et à partir de là, les législations nationales évoluent sur la base des directives. Et il y a ensuite des contrôles qui sont effectués au niveau de la Commission ou autres. Au sein de mon organisation, nous faisons des évaluations de la façon dont les États membres appliquent les différentes législations et de la façon dont ils mettent en place des outils opérationnels pour mieux contrer la criminalité. Nous avons fait un cycle sur la cybercriminalité qui nous a permis de faire un certain nombre de recommandations et nous sommes actuellement en train de faire un cycle sur la criminalité environnementale. Donc ça répond aussi en partie à une question. C'est-à-dire que c'est un système qui est un système fonctionnel. À partir d'une législation, nous demandons, qui est la directive, nous demandons aux États-nations, et en tout cas aux différents États membres, de s'aligner sur un minimum de standards, et nous vérifions si, du point de vue législatif et du point de vue opérationnel, les choses sont bien comprises et ont été mises en œuvre. Et la Commission a des possibilités d'attraire devant la Cour de justice de l'Union européenne les pays qui ne se seraient pas alignés, qui ne se seraient pas mis en conformité avec ce qui a été décidé de commun accord. Donc il y a une sorte de contrat social entre les différents États membres
qui nous permettent de faire avancer petit à petit ces législations, mais il reste encore, et une fois de plus, ce sera ma conclusion, il reste encore beaucoup à faire, parce que nous ne sommes pas dans un système fédéral. Nous sommes dans un système qui est atypique, qui est le fruit de l'histoire, et il faut tenir compte de cela pour faire avancer les choses. Le seul organe que nous avons à vocation fédérale, c'est ce futur parquet européen, et j'attends beaucoup pour ma part, et comme les praticiens qui sont ici, de voir la façon dont il va fonctionner. Il permettra en tout cas de traverser les frontières sans difficulté, puisque le procureur européen aura une compétence non plus nationale, mais une compétence européenne pour diligenter des enquêtes en matière d'atteinte aux intérêts financiers de l'Union européenne. Ça pourra aller beaucoup plus vite, mais voilà un premier exemple d'instrument qu'il faudra regarder de très près, parce qu'un certain nombre d'États membres envisagent de l'étendre au terrorisme, notamment, et peut-être même à la cybercriminalité. Et voilà un pas qui peut être décisif, mais il faut que ce parquet européen réussisse et il faut qu'il fasse ses preuves. Alors, il y a plusieurs contributions là qui montrent à quel point il y a une véritable volonté d'une Europe plus juste. Alors, ici, par exemple, est-ce que la justice européenne a de réels pouvoirs par rapport aux GAFA et, par exemple, au niveau de l'enquête liée au piratage de Facebook? Pourquoi verbaliser seulement les acheteurs de contrefaçon et pas seulement ou surtout les créateurs de contrefaçon? Par rapport à cette finalité-là, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Je veux bien répondre sur la partie contrefaçon, parce que moi j'étais ancien enquêteur douanier. Effectivement, on saisit, la douane saisit énormément de marchandises contrefaites situées sur le territoire national. Vous imaginez bien que l'objectif de toute douane, c'est de pouvoir remonter jusqu'à la tête du réseau. Mais la tête de réseau, en général, elle n'est pas en Europe. Elle est située en Asie. Voilà. Et donc, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, la coopération avec ces pays-là est extrêmement difficile. Et c'est parfois extrêmement délicat de mener des investigations sur des territoires situés à l'étranger. Donc là-dessus, c'est vraiment l'objectif de tout service de police de manière générale, c'est toujours de démanteler des réseaux, de remonter vers les structures de tête, mais évidemment, à partir du moment où vous avez une frontière à franchir, ça rend les choses beaucoup plus compliquées. Je voulais juste également remercier Paul pour son témoignage très émouvant et très courageux, parce que son témoignage est bien la preuve que le crime financier, ça peut tuer. Il citait le cas des juges Falcone et Borsellino, mais il y a énormément de morts qui ont été en Italie, le général Della Chiesa, etc. etc. Et tout ça pour vous dire quoi? Que, en fait, dans l'Union européenne, Malte, c'est l'Union européenne. En fait, il y a des organisations criminelles et il y a ce qu'on appelle, nous, on appelle ça le syndrome de Tchernobyl, c'est-à-dire qu'on s'imagine en France, par exemple, que la criminalité organisée, elle s'est arrêtée à la frontière française, voilà, comme si on avait dressé une ligne à la verticale. Et en fait, Europol, vous savez combien Europol estime qu'il y a d'organisations criminelles transnationales situées sur le territoire de l'Union européenne? Il y en a 5000, voilà, 5000 qui sont actifs sur les territoires. Il y en avait 2 ans en arrière, 3500, on est à 5000. Sur ces 5000 organisations criminelles, c'est-à-dire c'est selon la définition de Palerme ou même de l'Union européenne, plus de 3 personnes qui travaillent de manière structurée et permanente, on a à peu près 70% de ces organisations qui sont transnationales, c'est-à-dire qu'elles interviennent dans 3 États de l'Union européenne. Et donc le premier problème, c'est véritablement la coopération au sein de l'Union européenne. Quant à la question précédente, je reviens un petit peu dessus sur l'harmonisation des législations. C'est extrêmement compliqué. Moi, je suis très attaché au droit pénal et à la procédure pénale française. Je pense que la Belge est un peu identique. Pourquoi? Parce que un juge d'instruction français, il peut mener des investigations de manière relativement libre. Je vous donne un exemple. Lorsque vous êtes sur une enquête avec un juge d'instruction et que vous pensez que dans une maison, à une adresse particulière, vous avez le réseau qui continue son trafic, eh bien, vous pouvez aller faire une perquisition
entre 6h et 21h pour ce qui est de la France. Lorsque vous adressez la même demande de perquisition, lorsque le juge ou le procureur français adresse la même demande de perquisition dans certains pays de l'Union européenne, eh bien, il va falloir qu'il prouve dans sa commission rogatoire internationale ou dans sa décision d'enquête européenne ce qu'il va devoir trouver avant même d'avoir pénétré les locaux. Donc imaginez le cheminement intellectuel, c'est extrêmement compliqué. Et donc harmoniser la législation, oui, mais dans quel sens, quoi? Parce que si c'est dans un sens, entre guillemets, du Commonwealth, enfin du droit anglo-saxon, c'est pas forcément favorable à l'enquête, à mon avis. Voilà, mais ce n'est que mon avis. Alors il faut s'entendre, c'est quoi la justice européenne? D'abord, elle existe parce que vous avez des institutions européennes qui peuvent taxer d'amende des sociétés qui éventuellement ont contrevenu au traité. Alors ce sont des amendes terribles, ce sont même les amendes les plus fortes que l'on puisse connaître en termes financiers. Mais sinon, la justice européenne n'existe pas, elle est à créer. Le procureur européen est une étape dans l'avenir, qui sera une étape dans l'enquête, mais quand l'enquête sera menée, on va toujours revenir à la gestion nationale des résultats de ces enquêtes. Et croyez-moi bien, par exemple en Belgique, et je sais qu'en France ce n'est pas facile non plus, les tribunaux sont engorgés et le délai de traitement de ces dossiers représente finalement des choses totalement désespérées. Et puis il y a le problème de l'Europe. Le problème de l'Europe, si vous voulez créer une Europe à cet égard plus ou moins percutante dans la lutte contre ce phénomène, je dois vous dire que pour ma part, j'étais profondément déçu en ayant travaillé à la commission Panama Papers européenne, dans la mesure où nous avions toute une série de préconisations, de mesures touchant notamment à l'attaque de ce que nous appelons les facilitateurs, donc c'est-à-dire les personnes sans qui on ne peut pas blanchir l'argent. Eh bien, les partis populistes européens, parce que c'est 28 pays, bientôt 27, et ça ce n'est peut-être pas une mauvaise nouvelle, c'est une cacophonie. Les partis populistes ont véritablement fait une pression pour enlever un certain nombre de mesures touchant à leurs intérêts personnels. De la même manière, n'oubliez pas que l'Europe, c'est toujours l'Europe des lobbies. Et parmi les lobbies, vous avez des lobbies de pression, de menaces. Donc les choses ne sont pas si simples. Le parquet européen aurait dû être un parquet qui s'attaque à toutes les criminalités qui touchent à la sécurité de l'Europe. Par un manque d'unanimité au sein de celle-ci, on a limité la compétence du parquet européen à la criminalité financière. Alors, une question à propos de la corruption dans le sport. Quelles sont les possibilités d'investigation dans les institutions et organisations comme la FIFA ? Quelle est l'influence de ces organisations sur les politiques de l'Union européenne et dans le monde? Comment pénétrer ces forteresses? Ben oui, hein, la Belgique, vous l'avez entendu, a connu depuis une quinzaine de jours un maelstrom. On a donc osé s'attaquer à une des institutions belges, c'est-à-dire le football. Avec surprise, on a donc découvert que c'était un milieu peut-être pourri. Arrêtons de rire. Hein. En 2009, l'organisation non gouvernementale Transparency International avait fait une étude extrêmement précise, notamment sur le football, pour dire que c'était évidemment le réceptacle de toutes les facilités en matière de blanchiment d'argent, de fraude fiscale et de corruption. De par la fragilité des joueurs, de par leur jeune âge, de par l'appât du gain et de par évidemment les fonds immenses qui transitent dans les différents clubs. Il y a eu le grand scandale de la FIFA avec Platini et aujourd'hui on se rend compte que les clubs sont sous la coupe des grands agents de joueurs. Alors comment est-ce qu'on peut faire? Mais utilisons les armes dont nous disposons, ça marche. Bien sûr, ça marche. Et les clubs vont connaître, en tout cas dans notre pays, de graves problèmes, c'est pas fini. Maintenant, il est évident que le problème, il est international également. Il faudra, je pense, un petit peu de temps. Est-ce qu'on parviendra un jour à assainir le milieu du sport? Mais encore une fois, je me dois de sourire. Nous le savons tous que la Russie et le Qatar ont corrompu les instances internationales pour recevoir les Jeux. Est-ce qu'il ne faudrait pas pousser les États à faire renoncer à la participation des athlètes dans le cadre de ces Jeux? Est-ce que ce ne serait pas ça la rétorsion à faire par rapport à la corruption internationale? Alors, je vais noter la proposition, puis après on discutera. Donc, non, rien à dire. Non, voilà. Donc la proposition, Michel voulait la redire. Convaincre les États de ne pas participer aux Jeux qui ont été attribués grâce à la corruption.
Alors, y a-t-il encore des petits papiers qui circulent? Sinon, je propose de passer au débat. Hein, c'est bon? Ouais. Merci, Émilie. Je propose de passer au débat donc, sur des préconisations. Mais je voudrais peut-être tout d'abord vous demander à chacun s'il y avait une proposition à faire, quelle serait-elle? Well, I'm going to be totally selfish and make it about Malta and my mother's case. So there are really two things that can and should happen in Malta right now, and they can and should happen under the European Convention on Human Rights. And the first thing is for the Maltese government to set up a public inquiry. So this is completely distinct from the magistrates and the police investigation. And it asks this really important question into whether my mother's life could have been saved. And that's a kind of question that opens up all these other issues. You know, what's the problem with our anti-money laundering body? Why wasn't it working? What's the problem with the police force? Why wasn't it prosecuting all the crimes my mother uncovered? It also should set up an institutional environment that is reformed, I think, and gets us closer, at least in one member state, to the kind of justice we want. So that's my one. Oh, sorry. Eh bien, je vais être totalement égoïste dans ma réponse parce que je vous propose de répondre pour Malte et pour ma mère. Et il y a deux choses qui devraient se passer et qui pourraient fort bien être réalisées et qui se fondent sur les principes de la Convention européenne des droits de l'homme. Je voudrais d'une part que le gouvernement diligente une enquête publique, et donc rien à voir avec les enquêtes menées par la police ou d'éventuels magistrats, une enquête publique qui chercherait à répondre à la question de savoir si la vie de ma mère aurait pu être sauvée. Et à partir de cette enquête et des réponses à cette question, on pourrait poser les questions qu'il faudrait poser sur l'efficacité de la lutte contre la corruption, le blanchiment d'argent, les problèmes et les déficiences dans la police et des enquêtes qu'elle mène, les déficiences de manière générale du système et des institutions, et cela dans l'intérêt d'une véritable réforme de nos institutions dans mon pays pour une meilleure justice comme nous la voudrions tous. Oui, comme on l'a dit tout à l'heure, la justice européenne en tant que telle n'existe pas. C'est une juxtaposition des justices nationales avec, en l'état, un seul organe qui soit capable de mener des enquêtes à terme. Ce sera le parquet européen. Alors, pour ma part, moi, je souhaiterais que, face à des menaces extrêmement graves que sont la criminalité financière, le développement des mafias, de la criminalité organisée, le terrorisme et autres, on puisse élargir les compétences de ce parquet européen, mais au-delà même que l'on puisse créer des instances qui puissent juger dans des affaires extrêmement graves, non plus au niveau national, les poursuites qui seront opérées par cette autorité que sera le parquet européen, mais que ça puisse être jugé par des cours spécialisées qui soient des cours européennes. Ce sera là la marque, si je puis dire, de véritable justice européenne et de l'organisation de cette justice européenne pour répondre aux soucis des citoyens et faire que cette efficacité se traduise dans les actes. Merci. Je vais peut-être y aller un peu fort. Il y a dans l'Union européenne, parmi les 28 pays, il y a des États voyous, il faut le dire. Paul l'a dit, la fragilité de Malte. Je vous passe Chypre, qu'il a cité à juste titre. Chypre est le passage de l'argent sale qui repart vers Singapour et vers les îles Caïmans en général. Chypre est un État profondément corrompu. Mais vous avez d'autres États qui connaissent des problèmes de corruption. Savez-vous qu'en Roumanie, des propositions de loi actuellement sont portées à la soumission du Parlement pour qu'il ne puisse y avoir d'infraction de corruption qu'à partir de 50 000 €. Rendez-vous compte. D'autres problèmes peuvent se poser dans des pays comme la Bulgarie, et je pense que nous ne sommes pas à l'abri, ni en France, ni en Belgique, par exemple, de ce type de problème. Il faudrait peut-être en arriver à peaufiner
la procédure d'exclusion des États voyous, parce que, à mon sens, ceux-ci ne peuvent que gangréner nos démocraties, parce que moi, je ne crois plus au fait que les démocraties vont vaincre la corruption dans les États qui nous ont rejoints. Alors, moi, j'aurais deux axes. Le premier qui va évidemment recouper le CFAC, c'est-à-dire qu'en matière de criminalité financière, on a un déficit de formation des magistrats et des policiers, enfin des enquêteurs de quelque administration à laquelle ils appartiennent. Et c'est une vraie difficulté. Parce qu'aujourd'hui, pour ce qui est en tous les cas de la France, les services spécialisés en matière financière sont surchargés d'enquêtes. Et c'est le cas pour les magistrats aussi financiers. Et donc, ça engorge le système. Et les enquêtes sont très longues. Les jugements des enquêtes est très long. Ce qui fait que et on a souvent des enquêteurs qui sont démunis, qui sont focalisés sur l'infraction préalable en matière de blanchiment, sur le trafic de stupéfiants, sur la corruption, puis en fait qui n'ont pas le temps, qui n'ont pas la formation pour s'intéresser aux mouvements financiers qui sont issus de ces infractions. Donc il faudrait vraiment arriver à l'initiative évidemment qui est maintenant qui existe depuis longtemps de Madame Cutajar est excellente. Il faut vraiment favoriser la formation, multiplier ce système de formation. Deuxième aspect, c'est la coopération, puisque évidemment c'est mon métier. Je me rends compte que, en fait, du renseignement financier, il y en a partout. Quand on creuse, quand on regarde les enquêtes de différents pays, en fait, c'est bien dans les bases de données des pays, mais en fait, les pays ne coopèrent pas, ne partagent pas l'information. Par exemple, pour Panama Papers, on s'est rendu compte que chaque pays, que ce soit l'Allemagne, la France, l'Italie, ils avaient tous un bout d'information qui pouvait intéresser l'autre pays d'à côté, mais en fait, il y avait par négligence parfois, pas forcément par volonté de ne pas coopérer, mais en tous les cas, il n'y avait pas de coopération. Et résultat des courses, aujourd'hui, par exemple, à Europol, moi, les dossiers que je reçois sur le blanchiment, c'est peut-être 10% des enquêtes, 5% des enquêtes. Il faudrait contraindre les États, les services de police d'enquête, quand ils ont une enquête financière transnationale, il faudrait contraindre ces États à communiquer une information. Alors évidemment, moi je parle d'Europol parce que je suis Europol, mais pour que cette information soit donnée à une centrale de renseignement, qu'elle puisse transférer le renseignement vers la Belgique, vers le Luxembourg, enfin voilà, pour véritablement faciliter cet échange. Parce que l'information, encore une fois, financière, elle existe dans 80% des cas. Il faut simplement la mettre en commun pour que ça puisse donner lieu à une enquête à l'extérieur. Bien, alors on a de quoi discuter maintenant, je crois. Je vous propose de procéder de la manière suivante. Je vous redis les pistes et puis on échange à propos de chacune d'entre elles pour voir celle qu'on retient et qu'on fera remonter au Conseil européen. Alors, je ne peux pas mettre de l'ordre là comme ça tout de suite. Donc, je vous propose de les prendre les unes derrière les autres. Une agence de renseignement financier européenne. Bon, il y a dans chacun des États membres des cellules de renseignement financier. Oui, des cellules de renseignement financier. Donc, l'idée serait de créer une agence de renseignement financier européenne vers qui, alors ça rejoint quand même ce que vous dites aussi, hein, c'est-à-dire améliorer la coopération en matière de renseignement. Sur le renseignement financier, alors le renseignement existe, comme cela vient d'être dit, mais c'est sa circulation qui ne fonctionne pas bien. Alors, est-ce que le fait... Alors, je sais qu'on a déjà eu des discussions au sein du CFAC, il y avait les partisans de la cellule européenne de renseignement financier, puis ceux qui disaient plutôt qu'il fallait... faciliter la circulation. Mais comme on voit que finalement ça ne se facilite pas, est-ce que la création d'une agence de renseignement financier européenne serait la bonne solution? En réalité, on voit qu'il y a beaucoup de solutions, de préconisations ici, qui vont dans le sens d'une plus grande intégration européenne, de davantage d'Europe de la justice. Alors, on ne va pas peut-être aller dans les détails, mais est-ce que vous êtes favorable à ce qu'il y ait davantage
d'Europe de la justice. Parce que c'est vrai là-dessus, c'est vrai pour cette proposition, c'est vrai pour le parquet européen dont la compétence est limitée à la fraude aux intérêts financiers de l'Union européenne et qu'il faudrait, de notre point de vue, mais c'est soumis à la discussion, étendre évidemment au terrorisme, étendre à la criminalité organisée. Et puis, cette idée, alors ça c'est une idée que j'avais eue il y a longtemps, je suis vraiment très très heureuse de l'entendre à nouveau, c'est l'idée de dépasser le parquet européen et d'aller vers la création d'une véritable cour pénale européenne. Parce que c'est vrai que si on développe l'Europe les autorités de poursuite, eh bien il faut qu'on ait en contrepoids quand même, puisque une juridiction européenne pour que les états de droit soient bien respectés. Donc je mets tout ça maintenant au débat. Non, mais... Excusez-moi. On n'en a plus, nous. Bonjour à tous, toutes. Elena Pellicer, je suis doctorante en investigation financière criminelle, donc c'est-à-dire pénale, okay, et analyse financière criminelle, donc pénale aussi. Et je voudrais rebondir sur la proposition qu'a faite Chantal, en fait, qui émane de tout le monde ici. Ce qui me semble intéressant dans une cour de niveau européen, c'est-à-dire une cour sanctionnante de niveau européen, c'est que ça permettrait peut-être de revoir le barème des sanctions. On ne peut pas aujourd'hui avoir des politiques pénales qui soient cohérentes au niveau national sur le plan des sanctions, parce que les intérêts individuels de chaque État, évidemment, portent atteinte, je dirais, à une vision plus globale. Donc l'intérêt de cette cour serait effectivement de découpler ce qui relève de la politique nationale de ce qui relève d'une sanction pour des infractions qui sont très graves, qui sont des eurocrimes, d'accord, qui touchent à toute l'Union européenne et pas simplement à notre petite France, notre petite Italie, notre grande Espagne, peu importe, mais en tous les cas de cause, qui permettent peut-être de libérer la partie sanctionnante des choses, c'est-à-dire un peu comme on a une cour pénale internationale ou un tribunal pénal pour la Yougoslavie sur certaines infractions, de réellement apporter, je dirais, le volet pénal à une sanction. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, nous avons des eurocrimes qui sont de nature pénale, mais qui sont traités, pour l'instant, faute de mieux, par une sanction qui est plutôt de nature civile, c'est-à-dire confiscation. Et en tant que citoyenne européenne, je ne trouve pas mon compte, j'ai éventuellement un dédommagement, mais je n'ai pas une réparation. Voilà. Donc, et je vois difficilement comment on peut aujourd'hui demander à un criminel de prendre conscience de ses actes s'il n'y a pas contrition, et la contrition forcée, si je veux bien. Voilà. Merci. Alors, qui veut prendre la parole, s'il vous plaît, sur ce sujet ? Tout derrière. Oui, j'aimerais quand même insister sur quelque chose. Je crois qu'il faut qu'on reste les pieds sur terre. Une cour pénale européenne, ça voudrait dire qu'on serait dans un État totalement fédéraliste. Or, je ne pense pas qu'actuellement on s'oriente quand même vers ça. L'Europe, c'est d'abord une construction de plusieurs États. On n'est pas encore à l'Europe fédéraliste où il y aura un code pénal européen. Ça, c'est la première des choses que je voulais dire. Deuxième chose, il existe quand même maintenant des instruments qui ont été incorporés dans tous les droits pénals nationaux, et notamment pour la protection des intérêts financiers lorsque des fonds européens sont en cause. On a retranscrit telles quelles les dispositions d'une convention européenne pour la répression des délits qui mettraient en cause des fonds européens. Mais également pour les détournements purement nationaux, il existe aussi des moyens de répression et de coopération. Puis il y a aussi le mandat d'arrêt européen. Il y a quand même des avancées qui se font, pas forcément passant par l'institution d'une cour pénale européenne. Je crois surtout qu'il faut renforcer la coopération
peut-être le dispositif législatif, mais pas forcément en passant par une nouvelle institution qui va créer véritablement des problèmes de souveraineté et des problèmes de conflit. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait prendre la contradiction de cette proposition? Quand on dit qu'il faut garder les pieds sur terre, moi je dis non. On est ici pour avoir développé une vision. Hein. Donc si on n'est pas capable d'avoir une vision utopique, on ne fera pas avancer les choses. Donc voilà, c'est pas moi qui vous apporterai la contradiction là-dessus, je préférerais que ça vienne de la salle. Oui, alors moi je dirais peut-être au-delà de l'utopie, non, peut-être à côté de l'utopie. Simplement, je pense qu'il est illusoire de penser qu'on peut se permettre de ne pas... les criminels se jouent des frontières et ont beaucoup moins de lourdeur administrative que les États au niveau de la coopération. Donc je pense simplement qu'on ne peut pas se permettre de ne pas aller vers plus d'Europe en matière de coopération judiciaire et policière. Voilà. Merci. À vous écouter concernant ces différentes criminalités et les efforts pour que les États de droit puissent lutter contre elles, je dois dire que je reste un peu sceptique sur les résultats possibles. Pourquoi ? Parce qu'il est clair que ces criminalités sont liées à un système économique libéral. Et donc je me demande tout simplement si, en restant dans le cadre de ce libéralisme, on peut trouver la solution. Bon, c'est-à-dire, est-ce qu'au fond, ce n'est pas le capitalisme lui-même qui est criminel ? I would get back to the original formulation of the proposition, which was about the pan-European FIU, which is, I think, much more important for investigation and effectiveness of investigations and combating financial crime than the court. And I don't think it's a good remedy for the problems we have on this level, since the most important problem with financial intelligence is collecting suspicious transaction report on national level and processing and analyzing information on national level. And the second most important problem is passing this information to respective other national countries or FIUs. So the pan-European FIU does not cure neither the first problem nor the second. I'd say it would be better to work with national FIUs to ensure they are function effectively. And also, I've noticed that in some of the countries like France and Austria and Switzerland, FIUs stop transmitting information through its channels once criminal investigations are initiated, which is a problem because if it was possible, criminal investigations would have been much more efficient and quick using channels of FIU to transmit banking information. J'aimerais nous ramener à la question initiale peut-être qui avait été posée, qui était celle de l'utilité d'une cellule de renseignement financier à niveau européen, donc pan-européenne peut-être, dans l'intérêt de l'efficacité, si c'était ça la question. Et je pense que ma réponse, c'est que ce n'est pas une réponse au niveau où se situent les problèmes d'après moi aujourd'hui. Et ces problèmes d'après moi sont doubles. D'une part, les cellules de renseignement financier, cellules nationales à ce stade, ont un problème de collecte des informations sur les transactions suspectes, donc la collecte de ces données et ensuite leur analyse, premier problème. Et deuxième problème, la transmission
de ces informations à d'autres cellules de renseignement financier. Et je pense que cette CRF européenne ne répondrait à aucun de ces deux problèmes que je viens d'énoncer. Ensuite, je pense que la réponse va plutôt dans le sens d'une meilleure coopération des cellules de renseignement financier nationales et du renforcement de l'efficacité de celles-ci, chacune à son niveau. Je vois un autre souci dont j'aimerais parler, qui est celui que dans certains pays, notamment la France, l'Autriche ou la Suisse, les informations ne sont fournies par la CRF que dès lors qu'une enquête judiciaire a été engagée. Je pense que ça, c'est malencontreux. Il vaudrait mieux pouvoir agir en amont pour faciliter l'engagement d'enquêtes judiciaires. Voilà. Oui, je voudrais revenir sur cette question extrêmement générale d'approche de la construction de l'Union européenne. Par définition, étant moi-même plongé au milieu de l'évolution législative, ma tendance est d'être les pieds sur terre. Mais de temps en temps, il faut savoir regarder vers l'horizon et surtout se retourner sur la construction européenne. Qui aurait pu imaginer dans les anciens traités que la division en trois piliers qui écartait la justice pénale de tout recours à la législation européenne puisse être transformée par le traité de Lisbonne et qu'on puisse intervenir en cette matière sensible, une matière qui est en définitive liée à la substance de chaque État, c'est-à-dire la matière pénale. Alors oui, les difficultés, elles sont là. Mais je crois que l'Union européenne a toujours avancé en faisant des sauts qualitatifs. Maintenant, quant à la faisabilité de cette cour pénale, je crois qu'elle pourrait être tout à fait calquée sur le problème de la compétence du parquet européen. Le parquet européen est établi sur une base extrêmement simple, c'est la directive protection des intérêts financiers. Donc cette directive établit en quelque sorte une norme commune à l'ensemble des États membres, et le parquet européen peut donc intervenir sur cette base. Alors qu'en est-il ensuite de ces enquêtes? Elles seront jugées, comme disait notre collègue ici, au plan national. L'intérêt pour bien démontrer que cette criminalité est transfrontalière et que cette criminalité porte une grave atteinte à chacun de nous, à chacun de vous, ce serait précisément de pouvoir la faire juger par une cour pénale européenne, ne serait-ce que pour démontrer que l'Europe est efficace et ne serait-ce que pour démontrer que la pénalisation des vrais criminels peut avoir un sens et un vrai sens pour 500 millions ou 480 millions d'Européens. Alors, ça pourrait se traduire tout simplement par une base juridique qui serait en matière de terrorisme, qui serait en matière de criminalité organisée, à définir, bien entendu, qui seraient des règlements, c'est-à-dire qui s'appliquent directement dans les États membres. Et cette Cour européenne, sur base des enquêtes menées par le parquet européen, pourrait tout à fait composée de différents juges des États membres, fournir une très bonne illustration de ce qu'il faudrait faire, de ce qu'il faudrait, sur quoi il faudrait tendre. Alors, évidemment, c'est quelque peu utopique aujourd'hui, mais ce qui était utopique en 1957 est devenu une réalité. Donc moi, je crois qu'on peut faire avancer les choses avec des sauts véritablement qualitatifs pour permettre à l'opinion publique d'avoir une vision et une image qui soit autre que celle d'une Europe qui s'enlise. Alors quant à la question du capitalisme, en voilà encore une autre. Nous sommes une société libérale, je ne dirais pas capitaliste. L'Europe a été construite sur le libre-échange. À l'origine, vous aviez la CECA, la Communauté européenne du charbon et de l'acier. Ensuite, vous aviez la Communauté européenne qui permet d'échanger, de passer les frontières. Donc, nous sommes dans une Europe libérale. Alors, moi, je pense qu'il faut refuser de baisser les bras contre un système capitaliste. Il faut au contraire renforcer tous les moyens possibles. Et aujourd'hui, c'est intéressant de voir comment les citoyens peuvent être impliqués dans ce genre de démarche et faire en sorte que les citoyens aient à leur disposition des outils avec des personnes capables de faire fonctionner ces outils pour pouvoir combattre les forces de l'argent qui, malheureusement, enrichissent quelques-uns et ruinent, d'une certaine façon, un maximum d'autres. Donc, oui,
est-ce que c'est le capitalisme en soi? Je n'en sais rien, je ne me prononcerai pas sur la question. Mais en tout cas, on est dans un cadre qui est celui d'une Union européenne libérale, une Union européenne de libre-échange. Et je crois qu'à travers les traités, il y a quand même des prises de conscience de nos politiques qu'il faut inverser les choses, inverser les tendances, et ça peut partir de la base. Si vous avez réuni 1 million de signatures grâce au traité de Lisbonne, c'est une nouvelle disposition. Si les citoyens européens réussissent à collecter 1 million de signatures, ils peuvent demander à la Commission de faire des propositions législatives. Et ça, c'est une démarche intéressante du point de vue de la démocratie. Merci beaucoup. Alors, qui veut prendre la parole? Qu'est-ce qu'on fait avec la Cour pénale européenne? Vous avez déjà parlé. Il faut qu'on arrive à des préconisations. Oui? C'est une question par rapport à la vitesse, le différentiel de vitesse entre les délinquants et les poursuiveurs. Et dans cet esprit, est-ce qu'il ne serait pas possible, tout en gardant une société qui garderait comme objectif d'avoir du libre-échange et la manière de chercher à échanger entre différents pays des biens et des services, de rajouter un ralentissement des échanges? Parce que je me souviens d'avoir vu une fois une conférence du juge Ruinbeck qui expliquait que on pouvait avoir des donneurs d'ordre qui, en une seule journée, changeaient de 5, 10 ou 20 pays. Je ne compte même pas le fait qu'ils auraient utilisé la chambre de dissimulation complète de l'Asie et d'autres paradis fiscaux, et que pour chacun de ces pays, un juge qui demande à avoir des renseignements, ça prenait, alors en l'occurrence, il disait plutôt 6 mois, alors j'entends qu'aujourd'hui, ça a peut-être progressé jusqu'à 1 mois, donc ça veut dire qu'en une journée, quelqu'un peut semer n'importe quel investigateur, mais ça ne serait pas le cas si les échanges financiers, quand une banque reçoit de l'argent, qu'elle n'ait pas le droit de le reprendre et de le renvoyer illico presto à un autre endroit en moins d'un temps à définir qui devrait dépasser au minimum la journée. D'autant plus qu'on pourrait quand même espérer que les investigations du genre qui sont les vôtres passent aussi par l'électronique. C'est quand même un comble que n'importe quel feuilleton de n'importe quelle série de bas étage nous montre qu'un informaticien un petit peu pointu arrive à suivre n'importe quel délinquant en moins de 20 minutes et qu'il sait qu'il a tiré dans un guichet bancaire au fin fond de l'Asie mineure, et que par contre un juge avec tous les organes de l'État devrait attendre 1 mois pour avoir un renseignement du même type. Mais le ralentissement, ma question principale, c'est le ralentissement des transactions. Parce que pour les vrais commerces, quel est le commerce qui a vraiment besoin de pouvoir échanger plusieurs fois dans la même journée, voire en nanosecondes? C'est seulement ceux qui gagnent des choses à ne rien produire. Mais vous savez, la lutte contre la criminalité financière, c'est un petit peu, alors que les délinquants financiers roulent en Porsche, et que nous, les magistrats, les policiers, nous roulons en 2 chevaux, vous imaginez bien que ce n'est pas dans la course que nous allons trouver des solutions, mais c'est dans l'art de créer des embouteillages. Alors, c'est exactement le sens de votre question, et croyez-moi bien qu'il y a des moyens. D'une part, une opération financière, en 24 heures, le schéma, il est classique, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est Chypre, Singapour, îles Caïmans, et c'est fini. Les sociétés offshore, les banques offshore sont des coffres-forts inaccessibles pour tout le monde. Mais en réalité aussi, dans le type de criminalité, ce n'est pas une opération financière, mais plusieurs opérations financières. Et là, il faut revenir aux opérations de créer des embouteillages. Je reviens encore un petit peu en arrière. Les agences de renseignement, si vous préférez, les cellules de transmission des suspicions de blanchiment, des déclarations de suspicion de blanchiment, elles existent.
en Europe. Je vais même vous dire une chose, pas seulement en Europe. Monaco dispose de SICFIN qui nous dénoncent des joueurs belges qui dépensent beaucoup d'argent et qui nous permettent de détecter des opérations de blanchiment d'argent. Et oui, ça peut vous paraître curieux, mais ça existe. Donc ce qu'il faut faire, vous devez considérer que dans l'Union européenne, il y a une jurisprudence de Luxembourg de 2013 concernant Gibraltar. C'est une obligation de travail, de communication. Lorsqu'une cellule demande à une autre cellule d'un autre pays des renseignements, c'est une obligation de transmettre ces renseignements qui est imposée aux différentes cellules de renseignement européennes. Donc ça existe. La création de la cellule supérieure, qui est envisagée aujourd'hui, qui est une excellente nouvelle, c'est en réalité travailler sur les grands problèmes européens, leur détection et avoir un accès direct aux renseignements pour les collecter et intervenir le plus rapidement possible au parquet européen qui sera créé. Donc là, il y a aussi moyen d'intervenir. Bon, quant aux banques, les banques, vous savez, ce sont des dizaines de millions d'opérations pour des petites agences par jour. Comment voulez-vous que celles-ci eux-mêmes contrôlent alors que déjà ils ont des bons systèmes de détection? Croyez-moi bien que je ne sais pas si l'éthique règne dans les banques, mais la peur du gendarme, ça je peux vous dire que oui, par rapport aux règles très sévères qui leur sont imposées. Et ça doit encore être peaufiné. Là, je suis entièrement d'accord avec vous. Mais pour arriver à cela, et au-delà je dirais de ces informations majeures de communication de renseignement, il faut aussi redresser l'esprit général de toute cette situation. On a utilisé le mot profit plusieurs fois. Et la question du capitalisme revient. Mais le profit n'est pas en soi quelque chose de répréhensible. C'est évidemment le profit illicite qui est tout à fait répréhensible. Et encore une fois, on en revient. Sans les facilitateurs, vous ne pouvez pas faire profiter les malfrats de leur argent mal gagné. Et donc, il faut tenter de retrouver peut-être une éducation générale. Et là, il y a un rôle à jouer aussi par rapport à un mot qu'on n'a pas encore prononcé aujourd'hui, c'est l'éthique. Le philosophe français disait l'éthique, c'est l'esthétique du dedans. Je pense qu'il y a là un travail considérable dans les écoles de commerce à effectuer à cet égard. Oui. Oui, je voudrais rappeler que, contrairement à ce qu'a dit la dame là-bas, excusez-moi, que la Suisse ne fait pas partie de l'Union européenne. Et d'autre part, je ne porte pas de jugement de valeur, mais il me semble à moi que le libre-échangisme et le libéralisme, ça ressemble furieusement au capitalisme. D'autre part, isolé, je suis très intéressé par le débat sur la justice au niveau européen, mais moi je n'isole pas la justice dans le cœur de l'Europe. Il y a aussi d'autres choses qui ne marchent pas, parce que là, vous avez énuméré un certain nombre un catalogue de vœux pieux. Par exemple, la défense, ça ne marche pas non plus. L'économie, ça ne marche pas non plus beaucoup. Et quant à aborder tout à l'heure, vous avez prononcé le mot de populisme pour divers pays européens. Vous me semblez confondre un peu la cause et l'effet, parce que les insuffisances de l'Europe étaient apparues bien avant l'apparition des populismes. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Merci. Alors, oui, oh putain. Monsieur. Excusez-moi. Après. Je crois que dans votre démarche d'interrogation sur la construction européenne, de simulation, la question qui a évoquée Paul est fondamentale, parce que tout naïvement et tout simplement, il est bien connu que pour avancer dans la direction du développement des procureurs européens et ou de la création d'une cour pénale européenne, il faut aussi démocratiser beaucoup plus l'Europe dans son ensemble. Ça va avec. Et une façon de faire converger les deux, c'est ce qui vient d'être évoqué, que vous connaissez certainement bien, c'est que les droits de l'homme, ils ont deux aspects. Ils ont un aspect de sanction lorsqu'un droit humain a été violé, mais ils ont aussi un aspect préventif selon la jurisprudence qui a développé la Cour européenne des droits de l'homme de Strasbourg et qui suit aussi
à Luxembourg, surtout après la charte de l'Union européenne, qui est liée avec la question qui est posée, c'est-à-dire lorsqu'il y a une menace, par exemple, contre la vie d'une personne par une criminalité organisée, qui a aussi un aspect financier toujours, d'une façon ou d'une autre, et parfois même très important, de pouvoir de mettre en jeu l'obligation de chaque État membre de faire face à cette besoin de protéger la vie humaine, par exemple. Si certains États ne peuvent pas le faire ou ne veulent pas le faire, donc ils ne remplissent pas leurs obligations, dans ce cas-là, il est à la fois évidemment légitime, populaire et peut-être aussi juridiquement plus facile d'avancer dans une création de l'Union européenne ou au niveau européen qui pourrait faire face et satisfaire à ces besoins qui restent insatisfaits parce qu'il y a certains États qui ne fonctionnent pas ou fonctionnent assez mal. Okay. Donc les deux problématiques sont liées à travers la stratégie des droits de l'homme aussi. De la protection. Si la protection ne peut pas être nationale, il faut qu'elle soit européenne. Merci beaucoup. Merci. Alors, bon, je vous redis les propositions. Et qu'est-ce qu'on fait? On vote sur les propositions? Vous levez la main pour dire si vous êtes d'accord? Ou vous prenez la parole pour dire pourquoi vous n'êtes pas d'accord, etc. Donc, il y avait d'étendre un règlement européen sur la transparence des sociétés. Est-ce que vous êtes favorable à ce qu'on fasse cette proposition? Alors, votez. Qui est favorable? Je pense que c'est bon, hein, pour le règlement européen. Je rappelle qu'un règlement européen imposerait, au sein même de l'Union européenne, de connaître les bénéficiaires effectifs tout de suite, sans qu'il soit nécessaire d'avoir un registre où on fait figurer de toute façon, in fine, des administrateurs qui sont des administrateurs désignés. Autre proposition... la Cour pénale, allez, ça c'est quelque chose de faire. La Cour pénale qui vient sur la compétence du parquet européen, qu'on suppose, qu'on souhaite étendue, hein, donc au terrorisme et à la criminalité organisée, et une Cour pénale européenne pour juger les délinquants qui aurait le même champ de compétences. Est-ce que vous y êtes favorable? Ok, donc on va le mettre. Oui. Tout à l'heure, il a été dit, oui, ça, je crois que c'est ta proposition, il faudrait exclure les États voyous. Mais, alors, procédure de sanction et exclusion, si non-respect, vis-à-vis des États voyous, entre guillemets. Là, si on entend quand même ce qu'a dit Paul et ce qui se passe à Malte, quelque part, exclure Malte, parce que Malte ne répond pas effectivement au principe, hein, au principe, à l'acquis de l'Union européenne, c'est en même temps abandonner le peuple maltais. Est-ce qu'on ne peut pas réfléchir aussi aux moyens d'obliger finalement les États dits voyous à respecter? Or, il me semble qu'on a les outils pour les faire respecter. Effectivement, il y a des outils pour permettre à l'Union européenne, et en tout cas à l'ensemble des autres États membres, d'organiser des sanctions. Mais la difficulté, c'est que souvent, ce type de décisions doivent être prises à l'unanimité. Et là, on retrouve les fractures politiques. Je parle notamment du cas de la Pologne, je pense notamment au cas de la Roumanie, de la Bulgarie, qui sont des États qui portent atteinte à l'indépendance de la magistrature. Et on n'obtient jamais la majorité ou l'unanimité au sein du Conseil européen. Et donc, la Commission diligente un certain nombre d'enquêtes, des pré-enquêtes pour aller vers des sanctions. Mais la phase ultime, c'est-à-dire écarter l'État membre de toute représentativité au sein du Conseil et l'empêcher de vote au sein du Conseil européen, pour l'instant, nous n'avons pas de précédent. Alors, à tout le moins qu'il y ait l'instauration d'une majorité, non plus d'une unanimité en vue de la prise de sanctions. Alors, une majorité qualifiée pour prendre ces décisions. Est-ce qu'on est favorable à inscrire cette proposition?
Ok. Mais ça fait rien. On nous questionne sur notre vision de l'Europe. C'est le moment ou jamais de dire quelle Europe nous voulons. Hein. Ah oui, alors demander aux États qui ont été impliqués dans des affaires de corruption pour la Coupe du Monde de ne pas participer à la Coupe du Monde. Boycott. Ah oui. Alors, j'ai pas l'impression d'avoir une majorité là-dessus. Est-ce que les États qui ont corrompu peuvent, selon vous, non. Je préférerais qu'il y ait alors une décision européenne invitant les nations membres à ne pas participer aux Jeux ayant fait l'objet d'une corruption. Allez, reformule une décision européenne. Une décision au sein donc, de l'Europe qui demande aux États membres de ne pas participer à des Jeux, qui soient olympiques ou de football, qui auraient été soutirés par des pays par la voie de la corruption. Donc vous êtes favorable? Alors, on me dit là juridiquement que ce ne sera pas contraignant, mais ce n'est pas grave. C'est symbolique, c'est une question de principe, et en tout cas, ce sera débattu, absolument. Donc vous êtes favorable à cela? Oui, cette fois-ci, il me semble que c'est bon. La formation systématique aux investigations financières, alors là, j'espère que tout le monde va lever la main, c'est la mission du CEFAC, alors il faut absolument pérenniser notre organisme. Oui, alors je crois que c'est bon. Le fichier bancaire européen. Un fichier des comptes bancaires européens. C'est absolument indispensable parce que si on ne dispose pas de l'information financière, on ne peut pas faire d'investigation financière. Le règlement... Oui. C'est le fichier des banques ou le fichier des gens qui ont des comptes? Des comptes bancaires. De tous les comptes bancaires, de tous les individus? Exactement. Comme ça existe en France. Il y a quand même un problème concernant la vie privée, là. Mais non. 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 Mais si on ne peut pas identifier les détenteurs de comptes par lesquels transitent les flux, on ne peut vraiment pas faire d'enquête. Il y a quelques pays au sein de l'Union européenne, dont la France, qui ont ces comptes et ces fichiers, et ils se révèlent d'une efficacité quand même importante. Hein. Et en tout cas, on gagne du temps et les juges ne sont pas obligés de questionner banque après banque pour obtenir les informations. Je crois qu'on a tout fait, j'ai rien oublié d'autre. Alors, sur la majorité... Oui, ça c'est la décision de la majorité qualifiée. Voilà. Bien, alors je vous propose si vous le souhaitez, vous laissez à Émilie une adresse mail dans laquelle on vous fera parvenir le compte rendu. Vous pourrez compléter le compte rendu rapidement d'ailleurs très rapidement pour que nous puissions le transférer aux instances européennes. Y a-t-il des demandes de prise de parole à ce stade ? Une ou deux, pas plus. De fraude. Bien, écoute, oui. Oui, il y a quand même 30 milliards d'euros de fraude qui ont été dénoncés depuis le début du mois, là. Sur deux énormes affaires, une sur la Danske Bank avec la filiale estonienne et une, quand même, sur les dividendes, d'accord ? La fraude aux dividendes cum-ex, c'est-à-dire des gens qui vendent et achètent très rapidement des actions et qui demandent au fisc de rembourser en ayant fait des achats à découvert, donc en n'ayant jamais touché quoi que ce soit, et le fisc en plus leur rétrocède tout ça. Donc ça fait quand même 30 milliards pour les Européens qui sont partis comme ça en fumée. Ce sont nos écoles qui en ont besoin, ce sont nos ministères de la justice qui en ont besoin, nos hôpitaux. Donc je pense quand même que ça doit suffire. Et ça, c'est uniquement ce qu'on connaît. Donc à ce stade, je crois que les problèmes de vie privée, c'est bien gentil, mais non, quoi.
Bien, alors il me reste à vous remercier chacune et chacun individuellement et à nous remercier collectivement d'avoir participé à un débat qui, vous le voyez, c'est très technique, mais derrière cette technicité se profile effectivement l'Europe que nous voulons, le monde que nous voulons laisser à nos enfants. Une Europe où tout ne s'achète pas, où tout ne se vend pas, et lorsque effectivement, lorsque l'on veut diligenter des enquêtes, eh bien, il soit possible de les faire. Parce qu'il ne suffit pas d'interdire des trafics. Si les outils permettent de blanchir l'argent de ces trafics, eh bien, c'est comme si les myriades de conventions qui régissent l'Union européenne n'existaient pas, n'étaient que du papier. Voilà, donc je vous dis à très bientôt pour voir ce qu'il adviendra de nos propositions. Merci à toutes et à tous et merci à nos invités.